Le colonel Arbuthnot était assis dans un coin en train de fumer la pipe et de lire un magazine. Poirot lui expliqua ce qu'il venait faire. Le colonel ne fit aucune objection, il avait 2 lourdes valises en cuir. Le reste de mes affaires est parti par bateau, expliqua-t-il. Comme la plupart des militaires, le colonel était un homme ordonné. La fouille ne prit que quelques minutes. Poirot remarqua un paquet de cure-pipes. « Vous utilisez toujours les mêmes » demanda-t-il. « En général, si je peux m'en procurer. » Ces cure-pipes étaient identiques à celui que Poirot avait trouvé par terre dans le compartiment de la victime. « Je n'y crois pas. Ce n'est pas dans son caractère, » murmura Poirot en sortant. Et lorsqu'on dit ça, on a tout dit. Le compartiment suivant était celui de la princesse Dragomirov. Ils frappèrent à la porte, et la voix profonde de la princesse leur dit « Entrez !» M. Bouc se fit le porte-parole. La princesse l'écouta en silence. « Si cela est nécessaire, messieurs, tout ce qu'il y a à voir est ici. Ma femme de chambre a les clés. » « Dois-je comprendre que vous lui faites entièrement confiance, madame ?»« Oui, » répondit la princesse avec calme. « Il me semble vous l'avoir déjà dit. Schmidt m'est dévoué. » Sa voix appuyait sur les mots. « Le dévouement, ça n'a pas de prix. » La femme de chambre allemande arriva avec les clés. La princesse se rendit dans le couloir. Elle admirait la neige dehors, et Poirot resta près d'elle, laissant à M. Bouc le soin de fouiller les bagages. « Eh bien, monsieur, vous ne voulez pas voir ce que contiennent mes valises ? » « Dans votre cas, madame, il ne s'agit que d'une formalité, rien d'autre. » Pourtant, je connaissais et j'avais de l'affection pour Sonia Armstrong. Me croyez-vous incapable de me salir les mains pour tuer une canaille telle que ce Cassetti ? Il la regarda droit dans les yeux. « Je crois, madame, que votre force se trouve dans votre volonté, pas dans vos bras. »« C'est vrai, dit-elle. Je ne sais pas si je dois en être désolée ou ravie. » Puis elle fit demi-tour brusquement, en direction de son compartiment, où sa femme de chambre était très occupée à refaire les valises. Les portes des 2 compartiments suivants étaient fermées. M. Bouc s'arrêta et se gratta la tête. « Diable !» s'exclama-t-il. « Ceci risque d'être embarrassant. Ces personnes ont un passeport diplomatique. »« Je suis sûr que le comte Andrigny se montrera raisonnable, » dit Poirot. Et il frappa vivement à la porte du numéro 13. Le comte était assis dans un coin, plongé dans la lecture d'un journal. La comtesse était pelotonnée dans le coin en face. On aurait dit qu'elle venait de se réveiller. « Pardon, monsieur le comte, » commença Poirot. « Je vous prie de bien vouloir pardonner cette intrusion. Nous devons fouiller tous les bagages des passagers. Simple formalité. Monsieur Bouc pense que, puisque vous avez un passeport diplomatique, vous pourriez, à juste titre, réclamer d'être exempté d'une telle démarche. » Le comte réfléchit un instant. « Merci, mais je préférerais que nos bagages soient examinés de la même façon que ceux des autres passagers. » Une fouille rapide et quelque peu superficielle s'ensuivit. « Il y a une étiquette toute humide sur votre valise, madame, » fit observer Poirot, tandis qu'il reposait par terre une valise en maroquin bleu avec des initiales dessus. La comtesse ne répondit pas à cette remarque. Après quelques échanges de politesse de part et d'autre, le groupe chargé de la fouille se retira. Le premier compartiment de Mrs. Hubbard, celui de la victime et celui de Poirot furent les suivants. Puis ils passèrent à ceux de 2e classe. Le premier était occupé par Miss Debenham, qui lisait un livre, et Greta Olson, qui se réveilla en sursaut à leur arrivée. Poirot réexpliqua l'objet de leur visite. La Suédoise parut agitée, Marie Debenham calme et indifférente. Poirot s'adressa à la Suédoise. « Si vous permettez, mademoiselle, nous allons examiner vos bagages en premier, et ensuite vous pourrez sans doute aller voir comment se porte votre patronne. Elle est encore bouleversée par sa découverte. » « Mais oui, certainement, elle allait s'y rendre tout de suite. Sa valise n'étant pas fermée à clé, Greta Olson partit d'un air affairé. Miss Debenham observait Poirot. Lorsqu'il le lui demanda, elle lui tendit ses clés. Il posa une valise par terre et l'ouvrit. « Pourquoi l'avez-vous éloigné, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mademoiselle. Je crois que vous me comprenez très bien. » Elle sourit. « Vous vouliez vous retrouver seule avec moi. Pour quelque raison que ce soit, vous semblez penser que je suis au courant de quelque chose au sujet de cette sordide affaire. »
Vous vous faites des idées, mademoiselle? Non, pas du tout. Mais il me semble que c'est perdre beaucoup de temps de ne pas dire la vérité. Et vous aimeriez bien en venir au but? Eh bien, je vais vous donner ma méthode directe pour ça. Je vais vous demander la signification de certaines paroles que j'ai surprises après le départ de Syrie à la gare de Konya. Votre voix et celle du colonel, mademoiselle, me sont parvenues dans la nuit. Vous lui disiez « Pas maintenant, quand tout sera terminé, quand ce sera derrière nous. » Vous avez cru que je parlais de meurtre? Je vous le demande, mademoiselle. Elle soupira. Ces paroles avaient un sens, monsieur, mais pas un que je puisse vous révéler. Je peux seulement vous donner ma parole que je n'avais jamais vu Ratchet de toute ma vie, jusqu'à ce que je le rencontre dans ce train. Vous refusez de m'expliquer la signification de ces paroles? Oui, si c'est ainsi que vous le voyez, je refuse. Écoutez, mademoiselle, je vais vous rappeler un autre incident. Le train avait du retard le jour où nous devions atteindre Istanbul. Vous étiez très agité, vous, si posé, si tempéré. Vous aviez perdu tout votre calme. Je ne voulais pas rater ma correspondance. Mais, mademoiselle, même si vous aviez manqué votre correspondance, cela n'aurait été qu'un retard de 24 heures. Miss de Benham semblait perdre son sang-froid pour la première fois. Vous ne semblez pas vous rendre compte qu'on peut avoir des amis qui attendent notre arrivée à Londres, et qu'un retard d'une journée peut contrarier des arrangements et causer beaucoup de problèmes. Et pourtant, une nouvelle fois, le train a du retard. Et un retard bien plus sérieux, puisque vous ne pouvez ni envoyer un télégramme à vos amis, ni les contacter par un appel longue distance. Par téléphone, vous voulez dire? Demanda-t-elle. Oui. C'est extrêmement ennuyeux de ne pas être capable de leur faire parvenir un message, soit par téléphone, soit par télégramme. Et néanmoins, cette fois-ci, votre attitude est complètement différente. Vous ne montrez plus aucun signe d'impatience. Vous êtes calme et faites preuve de philosophie. Marie de Benham rougit et se mordilla la lèvre. N'avez-vous pas le sentiment d'en faire toute une histoire pour rien, monsieur Poirot? Il fit un geste de la main en signe d'excuse. Connaissez-vous bien le colonel Arbuthnot, mademoiselle? Il crut deviner qu'elle était soulagée qu'il change de sujet. Je l'ai rencontré pour la première fois durant ce voyage. Avez-vous des raisons de croire qu'il connaissait Ratchet? Elle secoua la tête fermement. Et pourtant, mademoiselle, nous avons trouvé un cure-pipe sur le sol du compartiment de la victime. Et le colonel Arbuthnot est le seul homme à bord de ce train à fumer la pipe. Il la regarda attentivement, mais il n'y avait ni surprise ni émotion sur son visage. C'est absurde, dit-elle simplement. Le colonel Arbuthnot est le dernier homme au monde qui pourrait être mêlé à un crime. C'était tellement ce que Poirot pensait lui aussi qu'il était sur le point d'être d'accord avec elle. Ils quittèrent Marie de Benham et se rendirent dans le compartiment d'Hildegard Schmidt, où la femme les attendait, le visage empreint de respect, mais sans émotion. Poirot fit signe au conducteur de descendre les valises du filet à bagages. Il défit les fermoirs et souleva le couvercle. « Ah ah !» dit-il en se tournant vers M. Bouc. « Vous souvenez-vous de ce que je vous avais dit ?» Sur le dessus de la valise se trouvait un uniforme de conducteur de wagon-lit roulé en boule à la va-vite. La jeune femme stoïque changea soudain d'expression. « Ah !» cria-t-elle. « Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. » Elle regarda les trois hommes à tour de rôle d'un air suppliant. Poirot la prit doucement par le bras et tenta de la calmer. « Tout va bien. Nous vous croyons. Je suis sûr que vous n'avez pas caché l'uniforme autant que je suis sûr que vous êtes une très bonne cuisinière. Vous voyez, vous êtes une bonne cuisinière, n'est-ce pas ?» La femme sourit, malgré elle. « Oui, en effet. C'est ce que toutes mes patronnes m'ont dit, alors... » Elle s'arrêta, bouche ouverte, l'air effrayé à nouveau. « Non, non, dit Poirot, je vous assure que tout va bien. Je vais vous dire ce qui s'est passé. L'homme que vous avez vu en uniforme de wagon-lit est sorti du compartiment de la victime. Il s'est retrouvé nez à nez avec vous. Pas de chance. Il avait espéré que personne ne le verrait. Que pouvait-il faire alors ?» Son regard se posa sur M. Bouc, puis sur le docteur Constantine, qui écoutait attentivement. La neige ayant compromis tous ses plans, où pouvait-il bien cacher ses vêtements? Il est passé devant un compartiment dont la porte était ouverte et qui avait l'air inoccupé.
Il devait s'agir de celui de la femme qu'il venait juste de croiser. Il s'est glissé à l'intérieur, a ôté l'uniforme et l'a enfoncé à la hâte dans une valise. Il tint la tunique en l'air. Un bouton, le troisième en partant du bas, manquait. Poirot glissa la main dans la poche et en sortit un passe-partout de conducteur. « Voici l'explication sur la façon dont notre homme a réussi à passer par des portes fermées à clé, dit M. Bouc. Après tout, en plus de l'uniforme de conducteur de wagon-lit, pourquoi ne pas utiliser aussi un passe-partout? Nous aurions vraiment dû nous en douter. Nous le savons maintenant, murmura Poirot. Il ne nous reste plus qu'à trouver le kimono rouge vif. Et les derniers compartiments sont tous occupés par des hommes. Nous les fouillerons quand même. Hector McQueen accepta volontiers la fouille. Si vous voulez, accepta-t-il en souriant tristement. J'ai l'impression d'être définitivement le personnage la plus suspecte à bord de ce train. M. Bouc lui lança un regard par en dessous. Je disais ça pour rire, se dépêcha d'ajouter McQueen. Il parlait légèrement plus fort que d'habitude. C'était comme si la fouille le mettait légèrement mal à l'aise, en dépit de sa bonne volonté. Poirot réapparut. Rien à signaler, dit-il. Ils se rendirent dans le dernier compartiment. L'examen des bagages du grand Italien et du valet de chambre ne donna aucun résultat. Les trois hommes étaient debout, au bout du wagon, et se regardaient. « Et maintenant ?» demanda M. Bouc. Poirot mit la main dans sa poche à la recherche de son étui à cigarette. Il était vide. « Je vous rejoindrai dans un moment, dit-il. Il me faut des cigarettes. C'est une affaire très difficile et très étrange. Il y a quelque chose dans cette histoire, un facteur, qui m'échappe. Mais nous allons en discuter. Excusez-moi un instant. » Il parcourut rapidement le couloir jusqu'à son compartiment. Il avait, il le savait, encore une réserve de cigarettes dans l'une de ses valises. Il la descendit et ôta rapidement le cadenas. Puis il s'assit sur ses talons et regarda le contenu fixement. Parfaitement plié, sur le dessus de la valise, se trouvait un mince kimono en soie rouge vif, avec des dragons brodés dessus. « Alors c'est ainsi, murmura-t-il. Un défi. Très bien, je le relève. » M. Bouc et le docteur Constantine étaient en pleine conversation lorsque Poirot entra dans le wagon-restaurant. M. Bouc avait l'air déprimé. « Si vous résolvez cette affaire, mon cher, je devrais effectivement croire au miracle. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. »« Je suis d'accord, » approuva le docteur. « Je ne vois vraiment pas ce que vous allez pouvoir faire maintenant. »« Non, » dit Poirot, pensif. « Il suffit de faire travailler son esprit. »« Tout ça est très bien, » dit M. Bouc. « Mais comment allez-vous continuer ? Le témoignage des passagers nous a donné plusieurs points de vue. Je vais juste en prendre un, par exemple, celui du jeune McQueen. Il a eu une phrase très significative, à mon avis. »« Au sujet des lettres ? » ?»« Non, pas au sujet des lettres. Autant que je m'en souvienne, ses paroles étaient « Nous avons beaucoup voyagé, M. Ratchett voulait visiter le monde, cependant il ne parlait aucune langue étrangère, et cela le gênait un peu. » M. Bouc avait toujours l'air perplexe. « Ah, est-ce que vous voulez que je sois plus clair ? Eh bien voilà. M. Ratchett ne parlait pas français. Cependant, lorsque le conducteur est allé répondre à son appel la nuit dernière, une voix lui a répondu en français et lui a dit que c'était une erreur et qu'il n'avait pas besoin de lui. « À présent, je comprends votre réticence à vous fier à la preuve de la montre cabossée, » dit le docteur Constantine avec enthousiasme. « Ratchett était déjà mort à minuit 37. »« Et c'est son meurtrier qui a répondu ?» termina M. Bouc, impressionné. Poirot leva une main en signe de désapprobation. « Il est plus sûr, je pense, de dire qu'à cette heure-là, à minuit 37, une autre personne se trouvait dans le compartiment de Ratchett. Vous prenez beaucoup de précautions, mon vieux. Il vaut mieux avancer un pas à la fois. Nous n'avons pas la preuve réelle que Ratchett était mort à ce moment-là. »« Dans un sens, » fit remarquer M. Bouc, pensif, « cette découverte ne change pas beaucoup les choses. Vous avez entendu quelqu'un bouger dans le compartiment voisin. Ce quelqu'un n'était pas Ratchett, mais l'autre homme. Il a attendu que la voie soit dégagée, il a verrouillé la porte de Ratchett et mis la chaîne de l'intérieur, déverrouillé la porte communicante et est entré dans le compartiment de Mrs. Hubbard
avant de se faufiler hors de celui-ci. Les aiguilles de la montre ont été placées sur 1h15 pour créer un alibi. Pas un alibi très fameux, nota Poirot. Quelle information la montre nous apporte-t-elle alors ? Demanda M. Bouc, un peu confus. Si les aiguilles ont été placées intentionnellement sur 1h15, et je dis bien si, alors l'heure doit avoir une signification. Oui, fit le docteur. Nous devons aussi prêter un peu attention à l'heure à laquelle l'intrus s'est introduit dans le compartiment. À moins que nous n'assumions que le vrai conducteur ait été complice. Il n'y a qu'un seul moment durant lequel il a pu le faire, pendant que le train était arrêté à Vinkovci. Une fois le train reparti de Vinkovci, le conducteur était assis face au couloir. La seule personne qui remarquerait un imposteur, ce serait le vrai conducteur. Mais pendant cette halte à Vinkovci, le conducteur était dehors, sur le quai. Et selon notre raisonnement précédent, il doit s'agir de l'un des passagers, dit M. Bouc. Mais lequel ? Poirot sourit. J'ai fait une liste de choses dont nous avons besoin pour trouver l'explication. Le docteur et M. Bouc étudièrent ensemble la liste de près. 1. À qui appartient le mouchoir avec la lettre H ? 2. Le cure-pipe a-t-il été échappé par le colonel Arbuthnot ou par quelqu'un d'autre ? 3. Qui portait le kimono rouge vif ? 4. Qui était l'homme ou la femme qui portait l'uniforme de wagon-lit ? 5. Pourquoi les aiguilles de la montre ont-elles été placées sur 1h15 ? 6. Le meurtre a-t-il été commis à ce moment-là ? 7. Était-ce plus tôt ? 8. Était-ce plus tard ? 9. Peut-on être sûr que Ratchet a été poignardé par plus d'une personne ? 10. Quelle autre explication à ces blessures peut-il y avoir ? L'initiale H se rapporte à 3 personnes. Mrs. Hubbard, Miss Debenham, dont le deuxième prénom est Hermione, et à la femme de chambre, Hildegard Schmidt, énuméra M. Bouc d'un ton un peu pompeux. Je pense que j'opterai pour Miss Debenham. Il y a déjà quelques soupçons qui pèsent sur elle. Et pour la deuxième question, le cure-pipe, demanda Poirot. Je penche pour l'idée que quelqu'un d'autre a laissé le cure-pipe dans le but d'incriminer l'Anglais. Je suis d'accord avec M. Bouc, dit le docteur Constantine. Le cure-pipe est un faux indice. Question numéro 3. Qui portait le kimono rouge vif ? Poursuivit M. Bouc. Je n'en ai pas la moindre idée. Avez-vous quelques idées sur le sujet, docteur Constantine ? Aucune. La question suivante, en tout cas, offre plusieurs possibilités, dit M. Bouc. Qui était l'homme ou la femme qui portait l'uniforme de wagon-lit ? Nombre de passagers sont trop grands. D'autres sont trop gros. Il ne nous reste plus que le valet de chambre, Miss Debenham, la princesse Dragomirov et la comtesse Andrény, et aucun d'eux ne semble crédible dans ce rôle. Il doit pourtant bien s'agir de l'un des 4, nota le docteur Constantine, à moins que... Mais M. Bouc était déjà passé à la question suivante sur la liste. Numéro 5, pourquoi les aiguilles de la montre ont-elles été placées sur 1h15 ? Les 2 autres attendaient respectueusement pendant que M. Bouc se débattait dans son agonie mentale. « Ce doit être la femme en kimono rouge vif, affirma-t-il. Elle a reculé les aiguilles de la montre pour avoir un alibi. Et à la question « Le meurtre a-t-il été commis à ce moment-là, à 1h15 ?» Je réponds « Non », dit le docteur Constantine. « La question suivante est « Était-ce plus tôt ?» poursuivit M. Bouc. Je dirais « Oui ». Le docteur hocha la tête. « Oui, mais on peut également répondre à la question « Était-ce plus tard ?» par l'affirmative. Le premier meurtrier est venu avant 1h15 et le second meurtrier est venu après 1h15. Quant à la question sur le fait que l'un d'eux soit gaucher, ne devrions-nous pas entreprendre de vérifier lequel des passagers n'est pas droitier ? Oui, mais on peut également répondre à la question « Était-ce plus tard ?» par l'affirmative. Le premier meurtrier est venu avant 1h15 et le second meurtrier est venu après 1h15. Quant à la question sur le fait que l'un d'eux soit gaucher, ne devrions-nous pas entreprendre de vérifier lequel des passagers n'est pas droitier ?
Vous aurez sans doute remarqué que j'ai fait écrire à chaque passager soit sa signature, soit son adresse. Chaque personne a pris le stylo de la main droite, à l'exception de la princesse Dragomirov qui a refusé d'écrire. Impossible. Ça ne peut pas être elle, dit M. Bouc. Je doute qu'elle ait eu la force de porter ce coup particulier, expliqua le docteur Constantine. Il faut peut-être prendre en compte le facteur psychologique, fit remarquer Poirot. Mais passons aux questions 9 et 10. Peut-on être sûr que Ratchett a été poignardé par plus d'une personne? Selon moi, médicalement parlant, il ne peut pas y avoir d'autre explication à ces blessures. Poirot regarda fixement droit devant lui. À partir de maintenant, tout est là, dit-il en se tapotant le front. Les faits sont tous devant nous. Bien, fermons tous les yeux et réfléchissons. Un passager ou plusieurs ont tué Ratchett. Lesquels ?